preview. Génération, c'est quoi? C'est le mouvement lancé par Benoît Hamon à la suite des élections présidentielles de 2017. Donc Benoît Hamon, c'était le candidat du Parti Socialiste. À la fin des élections, il a lancé son propre mouvement en quittant son Parti Socialiste. Aujourd'hui, il est candidat aux élections européennes et il va présenter une liste, une fête de 79 noms, comme toutes les autres listes, avec notamment un Saône-et-Loirien, c'est Miloud Hautsman, 29 ans, qui vient de Charnay-les-Mâcon et qui sera présent sur sa liste. Il faut savoir que Benoît Hamon, c'est quelqu'un qui défend évidemment l'expérience en politique. Donc on a bien sûr sur sa liste des personnes qui sont expérimentées, par exemple Isabelle Thomas, qui est en 4e position, qui est une ancienne députée européenne, qui a une grande expérience dans les questions européennes. Elle a siégé aux commissions sur l'environnement, sur la santé, etc. Mais on a aussi des nouvelles têtes. Salah Mokrane, par exemple, qui vient de Toulouse, qui s'était présentée avec les motivés à l'époque du groupe Zebda, etc. Donc on est dans une liste qui essaye de défendre une gauche, c'est assumé, une gauche écologique et sociale. L'idée, c'est de défendre la question sociale qui est centrale, on voit bien en France et en Europe depuis ces dernières années, à travers la question écologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Génération, nous sommes européens et nous croyons en l'Europe et en aucun cas on ne veut sortir de l'Europe. C'est une échelle d'action, nous croyons dans cette échelle d'action. Qu'est-ce que l'Europe a bien fait? Alors déjà, au niveau historique, la paix, on ne peut pas revenir là-dessus. Depuis 70 ans, globalement, à l'intérieur de l'Europe, on ne se fait plus la guerre, alors que pendant des siècles et des siècles, on s'est fait la guerre. Mais quoi? La paix, d'accord. Le droit à la non-discrimination aussi. Les lois françaises qui concernent la non-discrimination sont issues de transcriptions dans le droit français de directives européennes. Pareil sur l'égalité femmes-hommes aussi. C'est l'Europe qui aussi impulse des nouveautés dans ce domaine. On peut citer aussi Erasmus dans les échanges entre jeunes européens. Il y a des choses qui peuvent se faire à l'Europe et nous croyons que des choses vont se faire à l'Europe. Le problème, c'est que la construction de cette Europe s'est faite sur un modèle libéral et un modèle économique. Elle a été vue comme une association économique. D'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'elle naît, historiquement. On est sur des bases de traités économiques. D'ailleurs, les traités qui fabriquent l'Europe sont des traités qui sont issus de technocrates. Alors, il y a besoin de fonctionnaires, il y a besoin de technocrates, mais ce sont eux qui font les traités et qui finalement, en fait, gouvernent l'Europe. La Commission aussi, ce sont des ministres des États qui gouvernent cette Europe. Et voilà, si on doit faire un état des lieux, c'est un état des lieux amer, malgré tout, de ce projet qui est un beau projet, qu'il faut continuer, qu'il faut creuser, mais qu'on a laissé, nous aussi, aux mains des libéraux, et qui aujourd'hui, du coup, semble vaciller entre ces mêmes libéraux et des eurosceptiques, des nationalistes qui menacent effectivement le projet même européen. La première urgence qui peut se régler en partie à l'échelle européenne, bien sûr que c'est à l'échelle mondiale, c'est l'urgence écologique. C'est central, c'est-à-dire que si on n'en parle pas, on rate complètement l'ambition européenne. Aujourd'hui, l'urgence écologique, c'est d'abord pour Benoît Hamon, la création d'un Green New Deal. Alors qu'est-ce que c'est un Green New Deal? C'est une idée qui nous vient des États-Unis, des socialistes américains, notamment portée aujourd'hui par une jeune députée qui s'appelle Alexandra Ocasio-Cortez, qui parle en fait d'investir. Pour les États-Unis, c'est la Banque fédérale, pour nous, ce sont les banques centrales. Investir l'argent qui est injecté dans les banques centrales par les États dans des projets verts. C'est-à-dire que systématiquement, les milliards d'euros qui sont brassés par les banques centrales seront investis dans des projets verts. Sinon, ça ne sert à rien. Donc ne plus investir dans les énergies carbonées, ne plus investir dans les énergies nucléaires, mais uniquement dans ce qui est vert, c'est-à-dire les énergies renouvelables évidemment, et ce qui signifie aussi derrière des centaines de milliers d'emplois. C'est pas Benoît Hamon qui le dit, ça c'est des rapports de la Commission européenne. La Commission européenne a essayé d'établir des schémas qui évalueraient le nombre d'emplois créés si on investissait complètement notre argent dans les emplois verts. Donc ça veut dire que ce sont des emplois non délocalisables. Ce ne sont pas des emplois dans le commerce international, ce ne sont pas des emplois qui seraient délocalisables. Parce qu'en fait, on travaille pour l'Europe, pour nous fournir en énergie,
pour nous fournir en agriculture, pour nous fournir même en vêtements, en chaussures, en tout ce qu'on veut, à partir du moment où c'est vert. Donc ça, c'est le Green New Deal. C'est-à-dire que l'argent est réorienté vers des projets verts. Déjà ça. Ensuite, il y a le bouclier bio. Donc, quel est l'un des plus grands accomplissements de l'Union européenne? C'est la PAC. On peut en parler de la politique agricole commune. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre politique agricole commune, elle est 100% orientée vers une agriculture intensive ou vers les monocultures. Aujourd'hui, on le sait parce qu'il y a des travaux de chercheurs, il y a des travaux d'économistes, il y a des travaux de scientifiques qui nous disent quoi? Les monocultures, ça tue les sols. Et l'agriculture intensive, ça tue les sols, ça tue l'air, ça tue les eaux, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on s'arrête, on prend un temps de pause et on se dit on va changer une nouvelle politique agricole commune, c'est-à-dire financer le bio. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut manger bio, tout le monde veut manger sans pesticides et tout le monde veut manger sans glyphosate. Donc on ne peut pas défendre en France en disant on défend les agriculteurs, on défend des politiques protectionnistes et en même temps pas voter pour l'interdiction du glyphosate à l'Europe. On ne peut pas avoir un double discours. Génération propose d'avoir un seul discours, c'est on interdit le glyphosate, on interdit à la fois les perturbateurs endocriniens et tous les produits tels le Roundup de Monsanto, etc., qui produisent à la fois des cancers, hein, c'est pas juste pour bien manger, c'est pour notre santé, et puis tout simplement investir dans des agricultures bio, ça veut dire aider à la transition, parce qu'on a la plupart des agriculteurs en Europe sont pas du tout bio. Donc passer à la transition vers le bio, et puis bien sûr taxer, voire interdire les importations de produits non bio hors Union européenne. Parce qu'on ne peut pas être nickel à l'intérieur, mais en même temps être à tout vent, accueillir tous les produits qui viennent du Canada, des États-Unis, d'Amérique latine, de Chine, qui seraient complètement sous pesticides, etc. L'objectif de génération, à la fois sur les énergies et sur l'agriculture, c'est 2050. C'est-à-dire sortir définitivement des énergies carbonées et nucléaires, et puis protéger notre environnement, c'est-à-dire les sols, l'air principalement, et les énergies, 2050. On se donne l'objectif 2050. Pourquoi? Parce que les scientifiques nous disent que c'est possible. Donc c'est pas une lubie. Bien sûr qu'il faut être idéaliste et utopique, mais on n'est pas dans la lubie, on n'est pas dans l'illusion. C'est-à-dire que ça, c'est des données scientifiques qui sont utilisées. D'ici 2050, avec des investissements, pas 1 ou 2 milliards, hein, c'est 500 milliards, c'est 100 milliards d'euros. C'est 500 à 1000 milliards d'euros qu'il faut investir dans ce genre de projet. Évidemment qu'on est sur une réorientation totale et complète des budgets de l'Europe. Donc c'est pas forcément de l'argent en plus, où est-ce qu'on va le chercher, mais on n'a pas d'argent, c'est juste une réorientation totale des politiques européennes. Donc ça c'est sur l'agriculture, c'est sur le bio. Évidemment du coup l'interdiction du glyphosate et de tous les perturbateurs endocriniens, mais ça c'est tout simplement pour notre santé, parce que peut-être qu'en Europe on n'a pas les infos, mais aux États-Unis ils ont déjà prouvé que ces produits-là étaient à l'origine des cancers de beaucoup d'agriculteurs. L'Europe sociale, fiscale, par génération. La première des choses qu'il faut dire, c'est que l'Europe et le Parlement, il y a du pouvoir. On le voit parce qu'effectivement, il y a beaucoup de lobbies qui sont présents au Parlement, dans les couloirs du Parlement. Il y a énormément de lobbyistes financiers, de lobbyistes industriels qui sont présents et qui tentent d'influencer la politique et les décisions prises par le Parlement. Et effectivement, il ne ferait pas ça s'il n'y avait pas de pouvoir. Donc, ce que Génération propose, c'est d'avoir un développement et l'intégration d'un lobby citoyen au Parlement européen, un lobby citoyen qui pourrait être sous la forme des ONG, sous la forme de syndicats ou sous la forme de citoyens européens tirés au sort. L'idée, c'est de partir sur une construction européenne par les citoyens, d'où la convocation d'une assemblée constituante européenne, c'est ce qui est proposé. C'est rendre l'Europe beaucoup plus démocratique, beaucoup plus participative qu'elle n'est aujourd'hui. Et tout ça s'inclut dans quelque chose qui de toute façon est beaucoup plus large, qui est quand même l'idée d'une Europe sociale, une Europe qui protège, avec une harmonisation des systèmes sociaux et des systèmes fiscaux au niveau européen. Une harmonisation sociale, une harmonisation fiscale, ça c'est quelque chose qui nous tient réellement à cœur. L'idée, c'est par exemple de tendre et de réaliser un SMIC européen. Là, on est dans la mission européenne, c'est-à-dire de donner des normes pour progresser, pour protéger. C'est pour ça qu'on cherche une harmonisation. Là, on vient de revenir sur la question fiscale, on peut dire sur la question sociale, avec une harmonisation du temps de travail, avec un temps de travail européen qui pourrait être à 35 heures, voire moins. Ça, on n'en sait rien, il faut le discuter. On peut avoir une inspection du travail qui soit une inspection du travail européenne pour faire valoir les normes du travail européennes et toujours
qui s'alignerait sur ce qui protège le plus. Il en va de même sur les questions, on va dire, sociétales, sur notamment ce qu'on a le mariage pour tous, sur l'union de personnes de même sexe. Eh bien, harmonisons l'Europe sur ce qui est le plus avantageux et ce qui est le plus protecteur. C'est ça l'Europe. L'Europe, ça doit nous permettre de progresser, de protéger, toujours. Génération en France, c'est-à-dire que normalement c'est toujours prononcé en faveur de la lutte contre la fraude fiscale. C'est une évidence folle, c'est-à-dire qu'en France on est autour de 80 à 120 milliards d'euros, en Europe c'est 10 fois plus. Donc il faut créer tout simplement en fait un service de lutte contre la fraude fiscale au niveau européen. C'est pas possible autrement, parce qu'on peut bien lutter contre les fraudeurs fiscaux français, mais comme vous dites, s'ils vont au Luxembourg, ça y est, on ne peut plus en faire. Donc l'harmonisation fiscale, ça sert à ça. Et deuxième chose, bien sûr, c'est la répression, c'est la lutte contre la fraude fiscale, ça veut dire qu'il faut punir les fraudeurs fiscaux. On a essayé par exemple en France de les attirer par des... s'ils revenaient par eux-mêmes, ils n'avaient pas les sanctions, etc. On a récupéré combien? C'était à l'époque sous le mandat de François Hollande, peut-être 2 milliards d'euros. C'est une blague, c'est 2 milliards, génial. Ah oui, bien sûr, mais si on compare à 120 milliards de fraude fiscale, on n'y est pas du tout. Donc il y a un moment, il faut aussi que l'on assume de dire qu'il faut les punir. Alors il y a toujours l'argument de oui, mais sinon ils partiront où? On est le plus grand marché du monde. On est 500 millions d'habitants. Ils partiront nulle part parce que c'est ici qu'ils se font du fric. Donc ils partiront pas. S'il y en a 2-3 qui partent, ils reviendront parce que c'est ici qu'ils font leur argent. C'est ici qu'il y a les clients du numérique, les clients de l'écologie même, parce qu'ils investissent aussi là-dedans. On a 500 millions de clients, ils ne partiront pas d'ici. On a beaucoup entendu parler de l'Europe aussi sur les dernières années par rapport aux questions des migrants. On parlera peut-être plus d'exilés d'ailleurs que de migrants. On traite en Europe ces personnes de manière indigne. Je pense qu'il faut le dire. Et il faut une réelle politique d'accueil de ces personnes qui fuient leur pays. Il faut se préparer aussi aux conséquences du réchauffement climatique, à tous les réfugiés climatiques qui vont aussi être dans des phases migratoires. Il faut donc réfléchir à une politique d'asile au niveau européen. On ne peut pas aujourd'hui continuer de soutenir des opérations qui interceptent des personnes dans la mer Méditerranée, qui les renvoient sur les côtes libyennes. On ne peut pas continuer, on sait très bien ce qui se passe en Libye. On sait très bien comment les gens sont traités là-bas, les questions d'esclavage. Moi, je travaille avec des personnes qui sont réfugiées, et j'ai eu du coup des discours de ces personnes qui sont passées par la Libye, et des personnes qui se sentaient chanceuses de n'avoir été vendues que 2 fois. Enfin, ce sont des réalités, ce sont des humains. Donc, il faut arrêter aussi de placer la responsabilité des problèmes de l'Europe entre leurs mains. Non, les problèmes de l'Europe, c'est nous. Et sur ces questions-là, c'est sur la manière dont on les accueille. Donc, organisons l'accueil des personnes au niveau européen. Il faut partir du principe que personne ne veut partir de chez soi. Donc si les personnes se retrouvent sur des routes à payer des milliers d'euros des passeurs pour essayer de venir chez nous, c'est qu'en fait ils sont dans une détresse totale. Donc il faut un accueil digne, une organisation de l'accueil. Pourquoi aujourd'hui les gens se sentent submergés? C'est parce que c'est pas organisé en fait, tout simplement. C'est parce que les gens arrivent sur les côtes en masse, sur les côtes italiennes, sur les côtes espagnoles, sur les côtes grecques, et en fait on dit vous vous débrouillez, c'est vous qui êtes face à la mer. Pas du tout. Nous on est bien tranquilles, ils arrivent pas chez nous. Donc il faut juste mettre l'argent dans le sauvetage des gens en mer, parce qu'on ne laisse pas les gens se noyer. Et ensuite, il faut une organisation. On est un continent de 500 millions d'habitants, on peut peut-être accueillir quand même quelques centaines de milliers de personnes. En France, je crois l'année dernière, c'est même pas une personne par ville, hein, on a 36 000 villes en France, c'est même pas une personne par ville qui a été accueillie. Je pense qu'on peut faire un peu mieux.